François Sauvadet, bonjour et bienvenue sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes député de Côte-d'Or et président du groupe parlementaire du Nouveau Centre à l'Assemblée. Dites donc, on s'ennuie pas à l'Assemblée ces temps-ci, ça chauffe dans l'hémicycle. C'est un problème de fond ou un problème vraiment de forme? Qu'est-ce qui se passe? La nature de cette crise, à votre avis? C'est un vrai problème de fond, c'est celui de l'organisation de nos débats et des droits que doivent avoir chaque groupe parlementaire, des droits garantis pour pouvoir contribuer à l'élaboration de la loi. Vous savez que nous avons voté une réforme constitutionnelle qui vise à donner au Parlement français, à l'Assemblée nationale, des possibilités nouvelles, notamment une possibilité d'inscrire à l'ordre du jour elle-même, de se saisir de son ordre du jour, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'ordre du jour de l'Assemblée est fixé directement par le gouvernement. Des possibilités nouvelles en matière d'évaluation, de contrôle. Le texte de la Commission qui passera maintenant en examen à l'Assemblée nationale et pas le texte du gouvernement. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des droits nouveaux. Et la question qui nous est très directement posée, c'est celle de savoir comment on va s'organiser par rapport à ces droits nouveaux pour permettre le temps de l'évaluation et du contrôle de l'application de la loi. Tout le sujet aujourd'hui, c'est que nous voulons instaurer une meilleure organisation de nos débats avec ce qu'on appelle un temps global, c'est-à-dire un temps prédéterminé qui pourrait permettre un examen serein de chaque texte. La question, c'est la suivante. Comment est-ce qu'on va s'organiser dans ce temps global? Est-ce que le temps sera suffisant pour permettre d'aller très au fond de l'examen des textes et que ce ne soit pas bâclé, et qu'on ne muselle pas l'opposition, et dans le même temps qu'on donne des droits à chacun des groupes politiques pour pouvoir s'exprimer, apporter ce qu'il est. Mon groupe a 23 députés sur 577. C'est évident que si on applique une proportionnelle stricte, je n'aurai pas le temps de défendre les amendements. Et ça, c'est pas acceptable. Donc nous avons demandé, nous aussi, des garanties. Donc vous comprenez la colère du Parti Socialiste? Ah ben bien sûr, mais non seulement je la comprends, mais d'abord je voudrais dire au Parti Socialiste que l'absence n'est pas une réponse politique, pas plus que l'obstruction. Et qu'on doit se mettre tous autour de la table pour avoir un code commun de fonctionnement d'une assemblée. Enfin, quel spectacle ça donne pour le peuple, pour les Français aujourd'hui, quand on se retrouve à de tels débats, de telles postures. Jean-François Copé ne peut pas considérer qu'il a forcément raison parce qu'il a le groupe le plus nombreux de l'Assemblée nationale. J'ai fait des propositions qui ont été retenues par le gouvernement, au nom de mon groupe Nouveau Centre. La première, c'est qu'on inscrive dans la loi qu'il y ait bien une garantie des droits de l'opposition. C'est fait. La seconde, c'est qu'on reconnaisse le droit des groupes, de tous les groupes, y compris les groupes dits minoritaires, Nouveau Centre, 23 députés, groupe des députés républicains, pour qu'ils puissent avoir le temps de s'exprimer aussi, parce qu'on représente quelque chose dans le pays, on était élus. Cette garantie est apportée. Maintenant, je dis à Jean-François Copé aujourd'hui qu'il ne peut pas rester dans cette posture de blocage et refuser les avancées que propose Bernard Accoyer. Attendez, moi je suis affligé par la façon dont ça se passe aujourd'hui. Je vous le répète, affligé. On ne peut pas rester dans ces postures de blocage au moment où il y a tant à faire pour le pays. Donc j'ai appelé hier soir Bernard Accoyer. Il a fait des propositions à chacun de nos groupes d'une organisation qui permette à chaque président de groupe, lorsque le texte le justifie, une fois par session, de pouvoir demander de soi-même un temps beaucoup plus long que celui qui est proposé. Ben voilà, mettons-nous autour de la table. Mais je le répète, Jean-François Copé ne peut pas rester dans cette posture. C'est incompréhensible. Alors, François Sauvadet, là, on vous sent quand même très très concerné par ce qui se passe, mais vous avez le sens de l'humour en général. Et donc, on sent qu'il y a une tension tout de même, et il y a toujours une tentation hégémonique de la part d'un parti majoritaire. Et vous aviez proposé un joli petit proverbe africain, je résiste pas à de le donner à nos auditeurs, c'est l'union dans le troupeau, enfin, donc ça s'adresse à Jean-François Copé, hein. L'union dans le troupeau oblige le lion à se coucher avec la faim. Mais je me suis dit quand même, avec 23 députés du Nouveau Centre et puis 316 de l'UMP, le lion a encore de très beaux gueuletons à faire. Moi j'ai observé qu'on pouvait être en beaucoup de circonstances le centre de gravité. Il y a beaucoup de conservateurs, vous savez, de conservatisme au sein du groupe UMP, des résistances au changement. Nous voulons la réforme. Vous savez, on a contribué dans le débat beaucoup à faire avancer les choses. Lorsqu'il y a eu le débat sur la justice sociale, eh bien, qui a proposé qu'il y ait le plafonnement des niches fiscales pour que chacun contribue au financement du RSA et que les plus hauts revenus n'échappent pas au champ de la solidarité? C'est nous qui l'avons porté. Aujourd'hui, une des solutions apportées dans le règlement de l'Assemblée, c'est nous qui l'avons porté par un débat dans lequel j'ai fait reconnaître dans la loi les droits de l'opposition et les droits des groupes dits minoritaires. Notre job, à nous, notre boulot, c'est de faire en sorte qu'on réussisse pour la France. C'est pour ça que je suis pas à l'UMP. Moi, j'ai pas envie du caporalisme. Je me sens une voie libre. J'ai fait le choix d'être dans la majorité avec mon groupe. C'est un choix que j'assume. Mais simplement, il ne faudra pas que M. Copé considère durablement qu'il a raison parce qu'il a l'armada la plus nombreuse. Et voilà. Et si on veut réussir la réforme, il faut rassembler dans la diversité. Nous, on incarne l'aile réformatrice, l'aile solidaire. On veut faire coïncider initiative et solidarité. C'est ce qu'on porte dans tous les débats, et c'est ce qu'on porte, je crois, avec une certaine utilité. En tout cas, le président de la République a voulu la majorité diverse. Il nous a reçus hier à midi. Il a réaffirmé très clairement, le président,
Nicolas Sarkozy, qu'il avait choisi la diversité, qu'il ne souhaitait pas un parti unique pour porter les espérances de la droite, et qu'il y avait un centre qui était là pour précisément apporter de la fraîcheur, apporter d'initiative, apporter ce que nous sommes, c'est-à-dire une idée humaniste du développement, de l'avenir du pays. Enfin, on sent bien que ça coince un peu plus au fil des semaines. C'est-à-dire, si on prend par exemple la réforme de l'audiovisuel public, on voit bien, alors là, il y a un rôle pivot des sénateurs centristes. Comment ça des députés. Des députés, oui, mais donc comment ça va se passer, cette réunion de conciliation Là, pareil, je dis aussi à Jean-François Copé que lorsqu'il annonce, après un vote de 300 sénateurs, disant que le mode de financement de l'audiovisuel public doit être pérennisé et donc qu'il y ait une redevance qui augmente progressivement pour la mettre à niveau des autres pays européens, je pense que quand il dit qu'il faudra lui passer sur le corps pour arriver à faire passer cela, il a tort. Il faut écouter ses partenaires, il faut entendre ses partenaires. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont fait évoluer cette idée du financement de l'audiovisuel public. Il va y avoir ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, c'est-à-dire 7 sénateurs, 7 députés qui vont se retrouver majorité-opposition pour donner la solution. Moi, je souhaite qu'il y ait une évolution de la redevance pour pérenniser le système de financement de l'audiovisuel public. S'il ne l'écoute pas, il va prendre un risque pour le succès de la loi. Je le dis très clairement. Mais le Parti socialiste parle de crise politique. Alors, il est dans son rôle en disant ça. Mais c'est vrai que ça coince. Je veux dire, on a l'impression qu'il y a plusieurs pôles de décision. Moi, je redis que le Parti socialiste doit redevenir, pour que la démocratie fonctionne bien, une vraie force de proposition. Quand j'entends Martine Aubry hier nous présenter un plan de relance, j'ai envie de lui dire, chère Martine Aubry, là où vous êtes en charge de responsabilité dans les conseils régionaux, faites ce que vous avez à faire pour assurer la relance de l'économie. 74% de l'investissement public est réalisé par les collectivités locales. Moi, je suis président d'un conseil général en Côte d'Or. Je vais vous dire, j'ai bâti un budget, j'ai proposé à mes collègues un budget qui est un vrai budget de relance, avec une part forte d'investissement. J'ai même proposé d'investir 100 millions d'euros de plus pour l'avenir, notamment au travers de nouvelles générations de contrats, pour faire tout de suite le plan de relance dans les entreprises TPE, PME sur des projets de collectivité. Je dis au Parti socialiste, faites, agissez, ne restez pas simplement dans une posture de commentateur de l'actualité politique. Alors, il y a un autre dossier qui va pas tarder à arriver, c'est les élections européennes pour le mois de juin. Et vous décriviez cette relation un petit peu difficile parfois avec Jean-François Copé. Qu'est-ce qui va se passer pour les candidats du nouveau centre? Parce que là aussi, il va falloir négocier quelque chose avec l'UMP, non? Bon, d'abord, nous, on est parti du projet. Qu'est-ce qu'on va dire aux Européennes? Moi, je ne souhaiterais pas que ces élections européennes, nous qui sommes un parti héritier des grands fondateurs de l'Europe, je ne souhaiterais pas que ce débat se résume finalement à ce que les Français s'expriment sur pour ou contre le gouvernement, pour ou contre Nicolas Sarkozy. On a besoin d'un vrai débat européen. C'est souvent le cas d'ailleurs. Oui, c'est souvent le cas. C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'initiative, vous le savez, ce dimanche et lundi, de réunir l'ensemble des partis de centre et de centre droit qui ont ce souffle européen, qui veulent que l'Europe évolue, qui ne veulent pas qu'on reste dans cette posture d'une Europe incapable de répondre aux grands défis. Eh bien, je les ai réunis à Paris. Il y avait donc 15, après un appel que nous avions lancé à Rome avec le secrétaire d'État à la recherche, 15 pays sont venus avec des porte-paroles, des présidents de groupes parlementaires de centre et de centre droit. Nous sommes convenus d'établir une plateforme européenne. C'est-à-dire, on a bien vu sur le plan de relance, chaque pays est allé en ordre dispersé. On a besoin de massifs, c'est ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, et de coordonner nos politiques. C'est ce que nous voulons à l'occasion de ces européennes, de relancer un vrai débat européen. Eh bien, nous allons aboutir à une plateforme. Je vais aller à Prague, travailler pendant les semaines qui viennent. À Prague, fin du mois de février, nous lancerons une plateforme pour un nouveau souffle européen. Il faut qu'on parle aussi à nos jeunes. Quand je vois que tous les jeunes aujourd'hui se désespèrent, ne pensent plus que l'Europe est leur avenir pour demain, je crois qu'il y a besoin de redonner un souffle. Alors, comment est-ce qu'on va le faire? J'ai vu Xavier Bertrand, avec Hervé Morin, nous sommes allés le rencontrer, le nouveau leader de l'UMP. Nous lui avons dit qu'il faut qu'on se mette d'accord sur le projet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va porter. Nous, on veut du souffle. S'il veut donner du souffle, eh bien, il faudra que ce que nous apportons dans la campagne se retrouve sur les listes. La négociation est engagée. J'espère qu'on aboutira. Un dernier mot sur l'investiture d'Obama. Je dis ça parce que vous allez partir avec une délégation parlementaire, je crois, au Proche-Orient, dans les jours qui viennent. Donc, qu'est-ce que vous attendez d'Obama en ce qui concerne précisément ce conflit Palestine-Israël? D'abord, il a donné un signe très fort, vous savez, la fermeture programmée de Guantanamo, qui était vraiment une insulte aux droits de l'homme, quelle que soit la nature des crimes odieux qui aient été commis par ceux qui ont été emprisonnés là, ou en tout cas, il faut vraiment garantir la dignité des droits de l'homme. C'est un signe qui est donné pas simplement aux États-Unis, mais c'est un signe qui est donné au monde que le président Obama, mettre un terme à ce 2 poids 2 mesures, dont on avait le sentiment que les droits de l'homme, c'était pour les pays occidentaux,
Et puis pour les pays du Proche-Orient, du Moyen-Orient, dans la lutte contre le terrorisme, il n'y a plus de droits de l'homme. C'est pas acceptable comme idée. Donc c'est un signe très fort. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que là, on doit mener la lutte contre le terrorisme. Il faudra qu'on la mène ensemble, de manière concertée, au plan international. Et puis, il faut rechercher toutes les voies d'appel. La solution du conflit israélo-palestinien est un des éléments majeurs de détente pour l'avenir du Proche et Moyen-Orient. Et donc, je souhaite personnellement que toutes les initiatives soient concertées pour qu'il y ait une reconnaissance d'un droit fondamental Israël à son existence pacifique et la reconnaissance d'un droit pour la Palestine, pour les Palestiniens, d'avoir un État qui a droit lui aussi à la paix, à la tranquillité. François Sauvadet-Geau, merci. Je vous souhaite de passer une bonne journée calme à l'Assemblée nationale.